Bonjour à tous. Donc, comme dit, je vais vous présenter la mobilité en environnement urbain. Alors, pour commencer, il faut savoir que je ne suis pas un expert du domaine, hein, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vous invite à avoir du recul, à poser vos questions, à interagir dans le chat, puisque je peux dire des bêtises, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura une mobilité différente demain? Donc aujourd'hui, on le sait, on a une mobilité qui est basée autour de la voiture, on a des feux rouges, on a des grands ensembles commerciaux, etc. Et donc l'idée, c'est comment on peut aménager nos villes pour que tout le monde puisse se déplacer de manière simple, efficace et pas chère. Donc, on a un expert dans le chat, donc n'hésite pas à interagir, hein, si tu veux ajouter des choses pendant, il n'y a aucun souci, hein. Donc, on va commencer déjà par expliquer ce que c'est que la mobilité. Donc là, on se concentre sur la zone urbaine, hein. On aurait pu faire la mobilité en général en France ou dans le monde, mais là, on va se concentrer sur les zones urbaines, qui est déjà vraiment un gros sujet. Ensuite, on va voir quelles sont les logiques d'aménagement actuelles, pourquoi c'est là, comment ça se fait qu'on ait fait ça, etc. Ensuite, donc les leviers de dépenses à la voiture, donc comment on peut arriver à sortir du tout voiture, comment laisser la place aux autres finalement. Et en dernier, je vous ferai une petite présentation d'un carrefour classique et d'un carrefour hollandais et voir comment on peut passer de l'un à l'autre. Donc, alors j'ai cherché une définition sur de Larousse. Je n'étais pas satisfait parce que ça disait que les mobilités c'était le moyen de transport. Alors officiellement c'est pas tout à fait ça. Donc je vous le lis, hein, définition, la capacité de se déplacer dans l'espace pour répondre à ses besoins. Donc travail, santé, loisirs. Donc c'est hyper important cette notion parce qu'en réalité, il y a une étude qui a été faite et en réalité, par rapport à une centaine d'années, nous n'avons pas diminué le temps de trajet, nous avons augmenté la distance. Donc on met toujours en moyenne 1 heure pour aller au travail, sauf qu'on va plus loin. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment moi je me déplace. Est-ce que j'ai une boulangerie dans mon quartier? Est-ce que je peux me rendre au travail facilement? Est-ce que je peux prendre le train? Est-ce que je peux y aller qu'en voiture, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment les enjeux de la mobilité. Donc, comme je l'indique bien, on ne parle pas du mode de transport, hein. Par exemple, quand je vais acheter ma baguette de pain ou quand je vais au travail, la question, c'est pas est-ce que je prends la voiture de métro, c'est est-ce que je peux m'y rendre facilement pour pas trop cher, etc. C'est vraiment deux notions très importantes. Donc, comme je vous disais avant, on ne parle pas forcément des moyens de transport, mais évidemment, je vais vous parler des moyens de transport. Sinon, ça serait trop facile. Donc, je vous ai mis la voiture en premier, puisque aujourd'hui, c'est forcément à ça qu'on pense en premier, la voiture. Alors, je vous dis la voiture, mais là, on va parler de l'automobile en général, donc des poids lourds. On va parler aussi des motos, des scooters, donc principalement des véhicules rapides à moteur à explosion, donc avec tous les enjeux actuels, hein, la pollution, le bruit, etc. Donc ça, c'est la première mobilité, donc celle auquel on pense en premier. C'est un moyen de transport quand même qui est extrêmement utile. Alors, nos jambes, exactement, c'est une forme de mobilité urbaine. Donc j'y viens après, Vivien. Donc ensuite, on a bien évidemment, donc ça c'est mon mode de transport préféré, mais bon, ça ne tient qu'à moi, sont les cycles et les EDP, j'aurais dû mettre entre parenthèses M. Donc là, on parle vraiment du vélo, vélo électrique, trottinette, gyroscope. Donc ça, c'est les moyens de transport qu'on voit de plus en plus. Donc on a tout un tas de formes, hein, les vélos à 3 roues, les vélos allongés, etc. Donc ça, c'est vraiment la mobilité douce par excellence comme on la voit aujourd'hui. Ensuite, donc un moyen très très important, les transports publics. Alors ça, c'est même ce qui a été mis en place en premier, on va dire, à Paris, c'était les couloirs de bus. Et vraiment, très important, les bus, les tramways, l'accessibilité aux trains. Ça, les transports publics, c'est un enjeu majeur dans la mobilité. On n'y pense pas forcément, mais vraiment, c'est le point très important. Toutes les villes avaient supprimé leurs tramways pour remettre des tramways. Donc, c'est vraiment un enjeu très important pour tout le monde, surtout pour les classes populaires qui n'ont pas forcément les moyens de financer justement une voiture, un taxi ou autre.
Ensuite, donc comme dit précédemment, les piétons, et oui, effectivement, les piétons, c'est aussi une mobilité, sachant que à Paris, la plus grosse mobilité, c'est les piétons, ça représente plus de 50% des déplacements. Donc là, on pense vraiment aux piétons classiques, hein, c'est la personne qui peut se déplacer facilement en ville à pied. Donc c'est pour ça que je vais arriver après sur les mobilités inclusives. Mais avant, les mobilités partagées. Et là, justement, je vous ai mis un petit icône, là, le petit losange. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce losange. C'est un panneau qui est très, très récent. Donc, là, dans le chat, je ne sais pas si vous voulez intervenir ou non, mais je vous invite à me dire si oui ou non vous l'avez rencontré. En tout cas, ce panneau, c'est les mobilités partagées, c'est les voies de covoiturage ou de taxi ou de transport, on va dire collectif. L'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à utiliser justement un véhicule comme une automobile pour justement partager un transport. Puisqu'une voiture a généralement entre 4 et 5 places, voire plus si on a des vannes, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de remplir la voiture, vu que actuellement, la stat, c'est quand les gens qui font des déplacements, la moyenne, je crois que c'est 1,8 passagers par voiture. Alors, la stat à voir en tout cas. Et enfin, une stat qu'on oublie très très souvent et pour moi qui est primordiale, la mobilité inclusive. En effet, les rues, tout ça en France, ce n'est pas fait pour les personnes avec un handicap. Les personnes à mobilité réduite, les personnes malvoyantes, c'est vraiment c'est un enfer. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des trottoirs, les vagues que ça fait. Enfin, c'est ou les trottoirs étroits. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. C'est une mobilité qui est complètement oubliée, mais qui devrait vraiment être mise en avant, j'espère, dans les années à venir. Même le fait d'avoir un petit mont de charge au niveau près d'une gare, c'est toujours un petit plus. Donc ça, j'espère vraiment qu'à terme, les mobilités inclusives vont vraiment être inclus dans les plans d'urbanisme. Voilà. Donc, après avoir présenté tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est quel est le but. Parce que finalement, on a des infrastructures qui sont partout. On peut se rendre en voiture quasiment partout. Vous avez quasiment tous une rue en bas de chez vous. En fait, donc, quel est l'enjeu? Alors, en premier, et c'est aussi pour ça qu'on fait souvent les comètes green, c'est les enjeux environnementaux. Et oui, la voiture, ça pollue. Donc forcément, gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, j'ai plus la stat en tête, mais ça représente quand même énormément d'émissions de CO2. Plus bien sûr les particules de pollution qui sont aussi très mauvais pour la santé. Ensuite, il y a aussi un truc qu'on oublie souvent. Moi, je m'en suis rendu compte en allant dans des villes justement où il y avait moins de voitures qu'à Amsterdam, le bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà été habité près d'un grand boulevard, mais je vous assure que c'est au niveau bruit, c'est épouvantable, c'est pas bon pour votre santé, etc. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est les enjeux sociaux. Donc, les enjeux sociaux, on parlait juste avant des transports en commun. Et c'est très très important parce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de financer une voiture ou de se déplacer facilement. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de plus en plus de transports pour pouvoir justement permettre aux gens de se déplacer. Comme on dit, zone peu desservie, par exemple, vous êtes à la campagne, il n'y a pas vraiment de pistes cyclables pour se déplacer d'une ville à une autre, ou de train, ou de RER. Donc forcément, vous êtes piégé avec la voiture. Donc, il y a une précarité de mobilité. Ensuite, alors ça a toujours été un enjeu, et ça, c'est un enjeu qui est assez vieux, c'est le fonctionnel, puisque la congestion, ça ne date pas de la voiture, ça datait déjà à Paris au niveau des calèches, qui ne tenaient plus, donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu les boulevards d'Haussmann, parce que justement, il fallait de la place. Sauf que, entre-temps, on a continué à avoir de la voiture, donc on a toujours énormément de congestion, des conflits d'usage, parce que forcément, qui dit beaucoup de voitures, dit des accidents, des points de conflit, etc. Et bien sûr, l'insécurité routière, parce que dès que vous êtes quelque part, en tant que piéton, par exemple, on vous a tous appris à regarder à droite et à gauche avant de traverser. C'est-à-dire que la voiture est là et il faut faire attention, elle est bien présente. Ensuite, comme je disais juste avant, sanitaire et culturel, évidemment, puisque comme je dis le bruit, ça crée du stress, surtout si vous voulez dormir à côté. Sédentarité, évidemment, les gens vont principalement au travail en voiture, donc c'est
c'est un moment où vous n'allez pas marcher, vous n'allez pas faire d'activité physique. Donc forcément, si en plus vous avez un emploi de bureau, bah, vous êtes vraiment très, très sédentaire à cause de la voiture. Donc ça, c'est aussi un des enjeux principaux. Donc, pour comprendre tout ça, il faut savoir d'où on vient et pourquoi le tout voiture, eh ben, ça peut devenir un problème. Donc là, je vous ai mis quelques photos de Paris, donc comme quoi ça date pas d'hier. Hein. Donc, les stats que j'ai trouvées, alors elles sont à prendre avec des pincettes, hein, c'est des estimations, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quelque chose qu'on oublie souvent au niveau de la voiture, c'est la prise de l'espace public. En réalité, au niveau du stationnement, il y a énormément de place qui est prise par les voitures. Je sais pas si vous regardez autour de vous, là, vous voyez les images. C'est tout ça, ça pourrait être des parcs, ça pourrait être des aménagements cyclables, ça pourrait être d'autres choses. Et là, vous avez vraiment des pans entiers d'automobiles. Deuxièmement, et ça, c'est un enjeu très important aussi, c'est un enjeu qui est vraiment aussi économique, ce qu'on oublie souvent, c'est la voirie. Malheureusement, eh ben, les routes, en général, ça s'abîme très très vite. D'ailleurs, on peut souvent se plaindre dans les petits quartiers, etc. On a des routes complètement en état catastrophique. Enfin, c'est un vrai enjeu économique. Ça coûte extrêmement cher à la communauté. Et ensuite, là aussi où c'est problématique, c'est la sécurité routière. Même s'il y a eu des gros progrès de fait, on a toujours 3432 morts en 2024. On n'est pas compté aussi les blessés, mais c'est aussi un enjeu majeur de sécuriser notre espace à tous. Donc, comment on en est arrivé là? Alors, ce qui se passe, c'est que on était en pleine après-guerre, et il a fallu reconstruire. Et l'après-guerre, bah, c'est le boom économique, c'est le baby boom. Il y a l'automobile qui apparaît. Il faut tout construire, tout reconstruire. Donc, on arrive à une nouvelle logique qui veut que, comme à l'américaine, où on sépare les quartiers. Zone résidentielle, zone commerciale, zone industrielle. Donc, forcément, qui demandent des déplacements beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo comme SimCity ou City Skyline. Et vous voyez bien cet aspect de zone avec des routes. Donc, on est vraiment passé sur ce modèle. Donc forcément, avec ce modèle, on crée des grandes surfaces à les périphéries des villes. C'est le modèle pavillonnaire où les gens ont tous leurs pavillons à l'extérieur des villes en banlieue. C'est le moment où justement il y a une voiture pour 2 ménages. Alors aujourd'hui, je crois même qu'on est presque à 2 voitures par ménage ou quelque chose comme ça. Hein. Je crois que vraiment quasiment tout adulte aujourd'hui, une grande partie des adultes ont une voiture. Donc ensuite, voilà, l'idée c'est de pouvoir se déplacer partout en voiture. Vous voyez les périphéries, c'est du parking, du bitume, des routes, des voies rapides. La personne qui doit faire ses courses, c'est pas le petit commerce de quartier, c'est pas l'épicerie de quartier, c'est le grand hypermarché qu'on a en périphérie. On n'est pas au niveau des Walmart des États-Unis, mais on en est quand même pas loin. Ensuite, bah forcément, comme on pense au tout voiture, bah ça devient le modèle de base. Et forcément, bah je veux faire quelque chose, bah, j'y vais en voiture. On en vient à des gens qui, pour faire 2 kilomètres, prennent leur voiture pour aller au travail. Et ça, c'est une stat qui est énorme. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire à pied en 20 minutes, on le fait en voiture, même des fois dans les bouchons. Il y a des gens qui vont moins vite en voiture qu'à pied, mais qui le font quand même. Donc ensuite, bah forcément, bah tout ça c'est lié. Hein, le Corbusier, les installations, les grands ensembles, etc. Tout est basé là-dessus. C'est vraiment, on a construit on va dire les 60 dernières années comme ça. Hein. Je lis le chat en même temps. Hein. Alors, ce que dit Vivien est très intéressant. On a moins besoin de véhicules en ville plutôt qu'à la campagne. Alors, c'est vrai aujourd'hui, justement, le fait d'avoir du tout voiture dans les années 80, c'était compliqué aussi. Parce qu'il y a eu des grosses évolutions. C'est-à-dire qu'au début des villes, bah, on a eu des tramways qui sont installés, on a des pistes cyclables, mais au début, c'était des voies de voitures partout, des grands boulevards, avec un trottoir qui faisait à peine la place de 1 ou 2 personnes. Donc, mais oui, à la campagne, il y a un vrai manque aussi hein, au niveau des pistes cyclables, etc.
Ça c'est une évidence. Donc, évidemment, après avoir fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'idée, c'est l'idée de la pyramide inversée. On passe la voiture est la plus importante, la voiture est la moins importante. Donc dans cette pyramide, on met bien entendu le piéton en haut de la liste. Derrière le piéton, comme je disais au début, avec les mobilités inclusives. Donc là, vous voyez bien personnes âgées, handicapés, malvoyants, enfants aussi, très important. Ensuite, alors vélo, on pourrait parler aussi des EDP, hein, les véhicules, hein, comme je dis, les vélos, les gyros transports, etc. Et ainsi de suite. Donc, ça se traduit comment? Donc déjà, j'en parle depuis tout à l'heure, mais évidemment, des trottoirs élargis. Donc on parle de trottoirs élargis, mais aussi des trottoirs finalement qui n'ont plus la pente là pour faire rentrer les véhicules. Je sais pas si vous voyez la nuance. Chez nous en France, on a tendance à abaisser le trottoir pour pouvoir faire rentrer quelqu'un dans son garage. Dans certains pays comme la Suède, les Pays-Bas, en fait, on fait une sorte de petit monticule pour que la voiture monte sur le trottoir. Comme ça permet justement aux personnes à mobilité réduite, de pouvoir justement avoir le trottoir plat et pouvoir avancer tranquillement et pas faire du tout voiture. Ensuite, quelque chose qui s'est fait il y a quelques années, principalement dans toutes les villes, et qui a commencé à Paris, c'est les couloirs de bus dédiés. Donc ça, c'est très très important. Ça permet vraiment d'avoir vraiment un réseau de bus logique, dédié, qui permet aux populations de se déplacer beaucoup plus facilement. Ensuite aussi, un des enjeux majeurs et qui est en place actuellement, c'est des pistes cyclables continues. On n'y est pas encore, hein, mais on commence vraiment à faire des itinéraires cyclables, de grands itinéraires cyclables aussi. Donc moi, dans ma région, il y a la Loire à vélo. Donc c'est vraiment, on peut traverser la ville sur cette piste cyclable et aller jusqu'à Orléans, jusqu'aux Pays-Bas, voire plus haut. Je crois qu'on peut aller jusqu'en Suède. Donc ça, c'est des aménagements qui sont récents, mais qui sont très importants. Ensuite, quelque chose qu'on voit pas encore beaucoup en France, c'est les zones de rencontre piétonnes, où justement on peut avoir vraiment des zones partagées avec les piétons, avec les vélos, etc. pour de manière apaisée, tout en gardant toujours l'idée que le piéton est prioritaire, c'est son espace. Je vois que Frédéric a linké une grosse partie de mes sources, qui est Altisplay. Je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. Hein. Et ensuite, donc le point le plus litigieux, c'est actuellement ce qui fait le plus débat, c'est la suppression de voies de circulation. Et en effet, ce point-là est compliqué parce que, après avoir fait du tout voiture, il faut bien comprendre que la majorité de l'espace public est pris par les voies de stationnement et par les voiries. Ce qui fait que quand on enlève une voie, forcément, on va avoir des tensions des usagers parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ait une voie en moins. Pour faire un peu paraphraser, c'est quand vous avez une partie de la population qui a toujours eu le pouvoir et qui a toujours tout eu sans rien demander, que d'un seul coup, l'autre partie commence à demander des droits ou à être respectée, forcément, ça crée des tensions. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, tout ça, ça sort pas de nulle part, il y a des essais. Donc j'ai mis ce qui fonctionne. Donc on a principalement des pays du Nord, hein, donc Pays-Bas, Danemark, Suède, Allemagne. Donc ça, c'est vraiment des pays qui ont vraiment mis en avant la mobilité douce avec priorité piéton et vélo et qui travaillent vraiment sur les aménagements. Pour information, un conducteur des Pays-Bas n'est pas plus respectueux du code de la route qu'un utilisateur en France. C'est juste qu'ils ont des aménagements mieux pensés, donc il y a plus de logique, donc il y a moins de conflits. Donc comme je disais juste avant, des solutions concrètes, il y en a. Donc forcément, on a l'exemple d'Utrecht qui est souvent cité, où en gros, ils ont fait un énorme chantier pour augmenter la part du vélo. Donc là, aujourd'hui, on a plus de 50% de vélos en termes de mobilité. Donc c'est vraiment un très très haut réseau de cyclables. Mais il a fallu faire de choix politiques et aménager la ville. Mais c'est vraiment l'exemple qu'on va donner principalement Utrecht.
Ensuite, on a forcément les mobilités partagées. Donc ça se met un petit peu en place en France. Covoiturage, forcément, c'est quelque chose qui se met un petit peu en place. C'est plutôt des adeptes. Hein. On a Blablacar, par exemple, mais c'est vrai que c'est un peu un site d'habitués. Autopartage, ça ne se voit pas tant que ça. Free floating, les villes commencent à en mettre pas mal. Hein, ça a remplacé les Vélib. Donc ça se met en place, c'est utilisé, hein, ça marche mieux que Vélib a priori. Ensuite, nous avons donc les zones apaisées, donc zone 30, zone de rencontre. Donc ça, c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'est de passer justement tout en zone 30. C'est vrai qu'en ville à la base, on roule à 50, mais si on veut vraiment ne pas être dangereux au niveau des piétons et des cyclistes, malheureusement, le 30 est une nécessité. Je sais pas si, même moi, j'ai été pareil, hein, quand j'ai commencé à conduire, je roulais à 50 et je trouvais que je me traînais en ville. Depuis que je fais beaucoup de vélo, je trouve que 30, c'est bien, même des fois presque trop rapide, si on veut vraiment être attentif. Ensuite, donc ça, c'est un des points les plus importants qui est encore négligé en France, même si ça, il y a des améliorations, c'est le fait de pouvoir faire toute sa mobilité avec différents moyens de transport sans interruption. Par exemple, là, je suis à Tours, si je veux me rendre au Mans, il faut que je puisse prendre mon vélo depuis chez moi jusqu'à la gare, pouvoir mettre mon vélo en toute sécurité proche de la gare, pouvoir prendre mon train facilement, voire peut-être mettre mon vélo dans le train, et ensuite arriver au Mans, pouvoir reprendre une autre mobilité, donc free floating, un taxi, un tram, etc., et pouvoir me rendre sur le lieu que je souhaite. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire un enchaînement de mobilité, pouvoir faire ça facilement, de manière pas trop chère aussi, c'est important. Et enfin, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est un des premiers trucs qui a été fait en France, c'est transport en commun performant. Vraiment faire des réseaux de bus dédiés avec des voies de bus dédiées. Donc c'est vraiment la ville qui a fait énormément ça en France, ça reste quand même Paris, qui a vraiment mis en place un système de voies de bus. Donc l'idée, c'est d'avoir un réseau cohérent et pouvoir se déplacer assez facilement. Et en plus, ça ajoute, par exemple pour Paris, c'est un gros plus par rapport au métro qui est malheureusement surchargé. Donc c'est pour ça que Paris doit se repenser, puisque son réseau de métro qui est pourtant un transport collectif, on a besoin d'augmenter les capacités. Donc, le point qui nous intéresse là, c'est un petit exemple. Donc l'idée, là, je vous présente vraiment le carrefour pur et dur du tout voiture. On a vraiment le double voie du boulevard, on peut tourner à gauche, on a les passages piétons au bord, le feu rouge, les places de stationnement en bataille. Voilà. Ce modèle, il est pensé pour les voitures. À la base, il ne faut pas oublier que tout ce qui est EDP vélo, ça a sa place sur la route. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la piste cyclable, dans le code de la route français, c'est l'exception. Le vélo doit rouler sur la route. Donc là, l'idée, c'est que forcément, quand vous partagez avec les voitures, on vous laisse pas toujours la place, donc surtout pour tourner à gauche. Donc vous respectez les feux. Quand vous roulez là, par exemple, et que vous sortez avec votre vélo, la voiture, elle peut vous couper la route en tournant à droite. Donc ça, c'est un des accidents les plus courants qu'on peut trouver au niveau de ça. C'est pour ça que je vais venir après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger de ce genre de choses? Les piétons, ils sont obligés d'attendre au feu et puis quand elle vient traverser aussi, puisque même si le piéton a le vert ici, la voiture a aussi le vert en bas, et la voiture, si elle tourne à droite, souvent, elle a vu son feu vert, elle y va, elle avance. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer quelque chose aussi qui est logique. C'est-à-dire qu'en gros, se dire la voiture, faut qu'elle puisse faire quelque chose sans mettre en danger les autres usagers. Parce que oui, elle respecte du code de la route, mais l'idée, c'est même de créer un aménagement pour qu'on n'ait pas forcément besoin besoin de réfléchir pour pas mettre les autres en danger. L'idée, c'est que on peut tous être fatigués, on peut tous ne pas faire attention. L'idée, c'est d'éviter justement ce genre de conflit, de créer justement le fait que c'est bon, je sais où je dois m'arrêter, je sais à qui je dois faire attention, etc. Donc, créer de la visibilité, créer des points de passage où je ne mets pas en danger les autres. Donc, je vais vous montrer justement l'exemple. Voilà. Donc ça, c'est un carrefour entre guillemets hollandais.
vu par les Français. Parce qu'en réalité, je vous ai menti, c'est pas réellement un carrefour hollandais. Il manque quelque chose de très important, c'est le fait que la voiture elle puisse s'arrêter après le passage piéton et la piste cyclable. Il doit y avoir un espace d'insertion. Par contre, ce qui n'est pas oublié, c'est l'espace là pour s'arrêter au niveau de la voiture où elle laisse passer les vélos. Donc, comme je vous disais auparavant, là, on a rajouté des pistes cyclables sur le côté. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un îlot de séparation. C'est-à-dire que le vélo est sur sa voie, la voiture est sur sa voie. Ce n'est pas une simple bande cyclable, on est vraiment sur une piste où le vélo a toute sa place. Ce qui est important sur ce croisement, souvent, et ce qui est très intéressant, c'est que les vélos, ils ont leur propre feu. Donc, idéalement, c'est très très bien que le feu du vélo se mette au vert avant le feu de la voiture. Donc, l'idée, là, c'est d'avancer un petit peu avant. Et surtout, ce qui est très très important sur le rond-point hollandais, ces espèces d'îlots violets que vous voyez là. Ça, c'est primordial parce que justement, c'est une protection. Ça empêche justement la voiture de tourner directement à droite et de couper la route du vélo. Et ça évite bon nombre d'accidents. En plus, la voiture sait qu'elle doit s'arrêter avec son céder le passage et après reprendre tranquillement sa route. Ce qui est important aussi au niveau de tout ça, c'est qu'il n'y a pas que le carrefour qui est important. Ce qui est idéal, c'est qu'il y a aussi la continuité cyclable tout autour. C'est-à-dire que là, on a les arrivées des pistes cyclables. Ce qui est idéal, c'est qu'il y ait des circuits cyclables sur toute, qu'il y a un vrai réseau cyclable qui soit mis en place. Dernièrement, en France, il y a eu des aménagements de ronds-points hollandais. Il n'y a pas d'accès. C'est que littéralement, les pistes cyclables, elles commencent sur le carrefour. Hein. J'ai plus l'exemple en tête de la ville qui a fait ça. Mais en tout cas, c'est des choses qui se font. Il y a aussi des choses qui se font, c'est qu'on fait un peu un entre-deux. On va mettre des pistes cyclables autour du rond-point, donc ici, avant le passage piéton, et qui fait tout le tour. Donc c'est déjà plus sécurisé, parce que généralement on met des dodanes pour justement faire ralentir. C'est plus sécurisant, mais il faut que la voiture ait envie de s'arrêter aussi. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour conclure, eh ben, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, il faut faire des aménagements. Comme je l'ai dit auparavant, c'est extrêmement politique. Il y a des choix à faire. Il y a quand même des coûts. Il y a des infrastructures à payer. Voilà, il faut que les gens aussi soient prêts à ça. On est habitué au tout voiture. On est né avec le tout voiture. On nous a fait comprendre que le tout voiture, on remet pas en cause qu'on est né avec ça. On a vu que ce modèle finalement. Donc il faut vraiment arriver à le faire aussi accepter, ce nouveau modèle. Donc, comme je dis, les petits aménagements locaux ont des grands effets. Je pars encore d'exemple personnel. Un rond-point que je prends tous les matins, là où ils ont fait justement des bandes cyclables un peu sécurisées, je me sens beaucoup plus en sécurité à vélo. Clairement, avant, tous les matins, je risquais de me prendre une voiture. Ce n'est plus le cas. Je fais toujours attention parce qu'il y a toujours d'inattention. Mais clairement, ça a vraiment augmenté ma sécurité de manière flagrante. Voilà. Et le point le plus important, là je pense vraiment aux mobilités inclusive, on repense l'espace public pour repenser la ville pour tous. Parce que oui, c'est vraiment pouvoir qu'une personne puisse se déplacer en fauteuil roulant avec une poussette facilement et pouvoir aller où il veut facilement, c'est quand même hyper important. Et surtout, c'est dommage de toujours devoir prendre la voiture. On a souvent l'exemple, qu'est-ce que je fais si je dois acheter un meuble et le ramener chez moi? On n'emmène pas toujours des meubles chez soi tous les jours. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment expliquer aux gens, regardez, vous pouvez aller là sans avoir besoin de vous garer. Vous pouvez garer votre vélo en toute sécurité. Vous avez accès à la gare. Vous pouvez louer un vélo, etc. Avec des tarifs préférentiels, etc. Donc il y a plein de solutions. Il faut qu'elles soient adaptées à chaque endroit. Il y a énormément de réflexions. Donc ça, c'est un gros sujet qu'on pourrait parler pendant des heures. Et l'idée, c'est ça. C'est des enjeux sociaux. Et comment on y arrive, comment on évolue vers ça.